Comme Stéphane a été brillant en première partie, il revient en deuxième semaine et il nous fait le lymphœdème du membre inférieur. Après le haut, le bas. Alors on peut faire des fistules. Vous savez que ceux qui font les fistules du côté du lymphœdème adorent faire des fistules du côté du cancer du sein puisque les veines sont parfaitement perméables. J'en ai été piqué pour la chimiothérapie et il y a quelques articles qui ils font exprès des fistules du côté du cancer du sein. Et ils montrent que ça marche, il n'y a pas de problème particulier. C'est assez amusant. Enfin amusant. Sur le plan médical, toujours. Alors, on passe au membre inférieur. Je vous l'ai rappelé, donc on ne revient pas là-dessus. Les primaires, c'est des femmes jeunes, voire très jeunes, voire, je vous dis, vers 8-10 ans. Classique, vous avez ici donc une dame, à nouveau un lymphœdème primaire unilatéral, une jeune fille de 13 ans qui s'est présentée avec un lymphœdème unilatéral d'apparition brutale. L'apparition peut être en quelques jours. La remontée du pied vers la cuisse peut se passer en quelques semaines, en quelques mois, mais parfois un réveil au matin et la jambe est quasiment toute touchée. Donc il y a une progression très rapide, parfois, du lymphœdème. Alors voilà la photo typique que j'adore montrer, qui est parfaitement claire. Un pied normal, un pied avec un lymphœdème. On voit bien ici l'œdème élastique. On palpe même que c'est élastique à travers l'écran. Et vous avez ici, moi je palpe, pas vous. On sent bien le côté élastique. Et donc ici, vous avez les plis de flexion accentués, les orteils carrés, alors dites en frite avant, on n'aime plus trop ce terme de frite, avec un comblement de l'espace interdigital, toujours les ongles raccourcis, la fameuse brachionychie, je vous rappelle qu'un Y pour le Scrabble, ça peut être utile sur un triple. Et donc vous avez ici une atteinte bilatérale avec toujours ces signes très importants qui sont les plis de flexion ici accentués. Et là, vous avez les ongles qui sont normaux. Comme quoi, vous voyez, c'est pas toujours vrai de dire que les ongles sont toujours érectiles. Alors, l'enfant a la même chose. Donc il arrive, ça c'est un enfant qui avait quelques semaines. Et donc vous voyez aussi, toujours les plis de flexion accentués, les ongles très raccourcis et verticalisés, parfois tellement verticalisés qu'ils poussent en arrière. Donc ils poussent, ils sont complètement retournés. Et donc quand on va mettre les compressions élastiques, le risque c'est qu'ils arrachent les compressions et qu'ils fassent des plaies en arrachant les ongles. Donc vous voyez, typique de l'enfant aussi. Alors, lymphœdème primaire, on l'a vu. Lymphœdème secondaire, c'est la cause en France. Les lymphœdèmes secondaires sont les plus fréquents. Le sein, bien sûr, et pour 20% d'entre eux, c'est lymphœdème post-cancer. Et alors là, à la différence du membre supérieur, vous avez plein de cancers impliqués dans les lymphodèmes, que ce soit le col utérin, le plus fréquent, le col utérin. Ensuite, l'endomètre, les ovaires, et puis, de façon anecdotique, la prostate, la vessie. Alors, pas un scoop, mais les formes de prostate traitées par robot, vous savez, le fameux robot, on a l'impression que ça donne plus de lymphèdème au niveau génital qu'avant. Donc, est-ce que le robot fait mieux que l'homme? En tout cas, pour le lymphœdème, ça n'a pas l'air super au début probant. On a beaucoup de patients opérés par robot qui ont des lymphœdèmes secondaires. Ça va changer. Et puis, bien sûr, les cancers, en particulier les mélanomes avec les curages inguinaux. Et puis, n'oubliez pas tout ce qui est biopsie exérèse inguinale à but diagnostic, à éviter si possible, et tous les cancers beaucoup plus rares, cancer de la vulve, marginale, verge. Et puis quelques lymphomes de Hodgkin où les irradiations ont été faites en Y inversé, donc lombo-aortique et inguinal, qui donnent 20-30 ans après des lymphœdèmes secondaires de membres inférieurs, avec parfois associé une atteinte génitale. On n'en parle pas, c'est encore un domaine particulier. Alors pour vous montrer, dans cette diapositive un peu moins illisible, que la fréquence suivant les pathologies est très différente d'une étude à l'autre. Et vous verrez que c'est le gros problème par rapport au membre supérieur, c'est que le membre supérieur, on a un bras témoin, un bras référence. Pour les membres inférieurs, quand vous avez une atteinte qui est médiane, vous pouvez avoir 2 membres inférieurs touchés et donc on n'a plus de référence, sauf si on a pris des mesures préopératoires, ce qui n'est quasiment jamais fait. Et donc on ne peut pas savoir si le patient a un lymphœdème post-opératoire, sauf en lui demandant, vous avez un lymphœdème? Oui. S'il n'y a pas atteinte au niveau des pieds, ce qui peut arriver, c'est très compliqué de savoir s'il y a vraiment un lymphœdème, sauf à faire des examens type IRM ou scanner. Et donc vous avez des pourcentages qui diffèrent, vous voyez, de 31, 21 à 49%. Donc c'est un peu plus compliqué d'avoir une estimation du lymphœdème, une prévalence, sans mesure préopératoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de définition consensuelle. Donc les périmètres qu'on a au membre supérieur, au membre inférieur, ça peut être compliqué. Surtout, la plupart des études utilisent ces critères-là, des critères subjectifs, donc d'impression de lourdeur, de gonflement. Et tout à l'heure, vous l'avez vu sur la diapositive d'Alessandra, que suivant le critère diagnostique de lymphœdème, eh bien, votre fréquence de lymphœdème est très différente et le patient est un très mauvais juge de lymphœdème. Des petits lymphœdèmes sont parfois diagnostiqués très rapidement,
surtout si la main est atteinte ou le pied est atteint. Quand c'est très proximal, le patient est un très mauvais juge sur le lymphodème. Alors, dans les cancers pelviens, il y a une petite particularité, c'est qu'ils commencent souvent par l'atteinte proximale de la cuisse, voire du pubis, et ont une tendance plutôt à descendre. Vous avez vu que le lymphodème primaire a tendance à monter, le secondaire à descendre. Sachant que ça, comme toujours en médecine, c'est faux, puisque vous avez des lymphodèmes secondaires qui commencent par les membres inférieurs et qui remontent jusqu'au niveau du genou, bilatéral, sous-gonal, asymétrique. Et parfois, l'asymétrie n'apparaît que dans le temps. On commence par une forme unilatérale et 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans après, le lymphodème devient bilatéral mais reste asymétrique. Donc vous voyez, tout est possible. Pourquoi une femme a un lymphodème post-cancer du col utérin? Alors c'est un peu comparable au sein. Quand on cumule la radiothérapie, la curithérapie et la chirurgie, il est clair qu'on augmente le risque de guérison, on favorise la guérison, mais on augmente le risque délétère. Et donc vous voyez que si on groupe les trois, eh bien on a plus de lymphodème que si on ne fait que 1 ou 2 traitements, en sachant que lorsqu'on ne fait pas de curage, on a moins de lymphodème, mais on a plus de rechute. Pour l'endomètre, on retrouve à nouveau le curage ganglionnaire et on retrouve l'obésité. Je vous rappelle que l'endomètre est un cancer hormonodépendant comme le sein, et donc il y a une parenté, obésité pour le sein et obésité pour l'endomètre. Et pour les ovaires, malheureusement, on n'a aucun facteur de risque de développement d'un lymphodème. Alors quand on regarde ça, c'est une étude publiée en 2018 qui résume assez bien toute la compilation des fréquences de lymphodème dans la littérature, et on retrouve, heureusement, vous voyez, que 20% environ pour les membres supérieurs, et on retrouve, vous voyez ici, 30% pour les mélanomes membres inférieurs, et on retrouve 24% pour tous les cancers gynécologiques groupés, utérin, cervical, vulvaire. Et donc, c'est à peu près une femme sur 4 développera un lymphodème après cancer gynécologique. Alors bien sûr, ça encore, ce sont les cancers les plus fréquents en France, puisque les femmes sont guéries, donc on voit apparaître des séquelles tardives. Donc le cancer du col utérin peut donner, après guérison, tardivement des complications lymphatiques. Et on voit que pour la prostate aussi, vous voyez, on passe de 3% à 7%, suivant le stade, suivant s'il y a eu radiothérapie ou pas. Et donc, vous voyez, on est à des chiffres, vous voyez, de 12-13%. Cancer du pénis, pareil, 23%, parce qu'on fait des curages souvent inguinaux, vous voyez ici. Et puis, vous avez encore une partie très minoritaire des cancers rares qui sont les sarcomes. Et là, on fait souvent des chirurgies larges et des radiothérapies importantes. Et donc, il y a des volumineux lymphodèmes post-opératoires et post-traitement. Alors, qu'est-ce qui différencie les lymphodèmes secondaires membre inférieur du secondaire membre sup? C'est très hétérogène en termes de cancer. Bien sûr, on a beaucoup de cancers. Et puis de traitements. Les traitements comportent soit de la chirurgie pure, comme l'endomètre fréquemment, jusqu'à curithérapie, chirurgie, radiothérapie pour le col utérin. L'atteinte est bilatérale, donc diagnostic difficile, puisqu'on n'a pas de comparateur. L'atteinte proximale, difficile à diagnostiquer au niveau des cuisses, mais quand les femmes vous disent atteinte du pubis, on dirait que je suis enceinte, ou qu'au niveau génital, avec les lèvres qui augmentent de volume, c'est un argument pour un lymphodème proximal. Les définitions ne sont pas uniformes, les volumétries ne sont jamais faites pour le membre inférieur, parce que c'est compliqué, il faudra immerger pour la botte à eau jusqu'au niveau du haut de la jambe, ce qui n'est pas facile. Et puis l'atteinte donc gynécologique, des organes génitaux externes, compliqué à mesurer. Mesurer un scrotum chez l'homme en tour, mesurer une vulve, c'est quand même compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se réfère à la symptomatologie clinique des patientes. On regarde s'il n'y a pas des vésicules lymphatiques. Les vésicules lymphatiques peuvent couler. Et donc ça, c'est un élément pour dire que c'est une atteinte génitale. Et puis, ça peut frotter à la marche. Donc là, les femmes vous le disent très bien. Il faut penser à leur demander. Et puis, vous avez, dans les formes secondaires de lymphodème, on a parlé des plus fréquentes, comme Alessandra vous le disait, le Kaposi qui soit non lié au VIH, parce que je vous rappelle, il y a du Kaposi endémique, ou c'est HHV8 le virus, donc on a des Kaposi endémiques, mais surtout maintenant des Kaposi post-traitement immunosuppresseurs lors des greffes cardiaques, rénales et hépatiques, donc qui développent des lymphodèmes, et je vous rappelle qu'HHV8 a un tropisme lymphatique important, et donc on a beaucoup de Kaposi induits par l'immunosuppression chez les greffés. Les pathologies rhumatologiques anecdotiques, mais la SPA, la PR, donnent des lymphodèmes unilatéraux souvent. Très à la mode, vous savez que le sirolimus, c'est un traitement qui inhibe mTOR et donc qui est donné dans pas mal de pathologies
lymphatique donnent des lymphodèmes. Donc c'est intéressant de voir que ça peut être anti et pro à la fois. Donc on a une cohorte assez importante de patients greffés sous sirolimus qui développent un lymphodème secondaire, la filariose. Plus anecdotique, la podoconiose, qu'on ne voit jamais en France. C'est les personnes qui marchent dans la lave éthiopienne d'un volcan où la silice va pénétrer à travers la peau et scléroser les ganglions. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas les pathomimies et autres. Le traitement du lymphodème repose sur deux éléments essentiels, la réduction, le maintien du volume, la réduction, bandage peu élastique, le maintien, la compression élastique. Publié par la HAS, has-santé.fr, vous avez tout ce programme depuis 2011 dessus. Le traitement repose sur les bandes d'allongement court, qui vont être posées en multicouches. Donc multicouches, on n'utilise plus le mot, puisque tout est multicouche, à part les compressions élastiques, qui sont les monocouches. La pression de repos est faible, forte en mouvement. C'est pour ça qu'on fait faire de la gymnastique aux patients avec ces bandages. On peut perdre 30 à 40% du volume. Je vous rappelle que c'est génial. On perd que la partie liquide. Je vous rappelle que lymphodème, c'est d'abord la peau, du gras et un peu de liquide. On perd du liquide, on est content. On utilise un capitonnage qu'on met entre la peau et les bandes peu élastiques. Donc vous avez ici 4 bandes peu élastiques et le capitonnage qu'on met en dessous. Et ensuite, on peut faire des bandages isolés des orteils. Et vous avez donc, là, vous avez une technique différente avec un capitonnage qui va être lissé par la kinésithérapeute, qui va appuyer sur la bande, faire une petite vague ici, retendre la bande. Et donc, cette bande posée à plusieurs reprises en multicouche va faire un bandage monotype de bande, mais multicouche de bande, qui va permettre de réduire le volume du membre inférieur. Les drainages lymphatiques manuels, on en a parlé brièvement. Aucun effet sur le volume, utile en phase d'attaque éventuellement avec les bandages. La littérature montre que c'est un peu efficace sur les lymphodèmes proximaux du sein parce qu'il n'y a pas d'accès à la compression, donc facultatif en phase d'entretien. Les revues Cochrane vous montraient qu'en préventif, comme disait Alexandra, ça n'a pas d'intérêt sur le volume. Et que pour travailler dans le lymphodème, il faut se référer à ça et qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin à la fois des kinésithérapeutes, des orthésistes pour les compressions, des pédicures pour les problèmes de pied, des médecins vasculaires, des psys, des nutritionnistes, des médecins, des oncologues, des patients eux-mêmes, des chirurgiens plasticiens. Et sans cette équipe-là, on a du mal à faire un traitement correct. Je vous remercie. Alors, merci Stéphane. On a sur l'ordinateur, on a une question qui était Alessandra, mais je pense que tu peux répondre aussi. Après combien de temps après un cancer du sein qui a été opéré, on peut considérer qu'il n'y a plus de risque de survenue d'un lymphœdème ? Bonne question. Jamais. Donc, le risque, la moitié des femmes développent le lymphodème dans les 2 à 3 ans post-opératoires. Et l'autre moitié après 2 à 3 ans post-opératoires. Donc c'est beaucoup moins fréquent, mais il y a des cas tardifs. On a tous dans notre cohorte une patiente 40 ans après a eu un lymphodème. Donc il y a toujours ce risque. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà, une question au fond, micro. Oui. Merci pour votre présentation. J'aurais une question, parce que je fais beaucoup d'obésité et donc on en voit pas mal chez les patients obèses. Donc quel bilan de base on doit faire quand on voit un patient qui a un lymphodème, comme vous avez montré là sur les premières images ? Est-ce qu'il y a le bilan qu'on doit faire avant la prise en charge ? Forme primaire ou secondaire ? Justement, c'est des patients qu'on voit en consultation, à l'interrogatoire, on n'a pas d'antécédents de cancer gynéco ou d'irradiation. Quel bilan on fait en même temps que la prise en charge ? Est-ce qu'il faut faire un scanner pelvien ? Est-ce qu'il faut faire un Doppler ? Qu'est-ce qu'on doit faire comme bilan ? Donc là, c'est pour avoir un diagnostic de la lymphodème primaire. On est dans les formes secondaires, on a exclu, donc on est dans les formes primaires. Il faut être sûr que c'est vraiment un lymphodème et pas un lipodème qui serait mal diagnostiqué, mais si c'est vraiment un lymphodème unilatéral, plus l'âge des patients augmente, plus c'est inquiétant. À 13 ans, 14 ans, je fais aucun bilan. À 50, je fais tous les bilans, un scan abdominopelvien, échographie d'échodoppler, voire TEP scan, et je suis très très préoccupé et inquiet. Plus l'atteinte... Ah oui, je vais au scanner, parfois même au TEP scan, parce que plus l'âge des patients augmente, plus je suis inquiet sur le risque d'un cancer, et d'une forme secondaire d'un cancer qui révélerait le lymphodème, révélé par lymphodème, pardon. Plus ils sont jeunes, moins je suis inquiet. Oui, mais nous on les voit plus âgés, quoi. Voilà, sauf si vous disent que ça a commencé à l'âge de 10 ans et que vous les voyez à 50. Là, je ne suis pas inquiet. Mais l'apparition tardive est inquiétante.
Ah oui, mais parfois dans l'histoire de leur obésité, justement, comme l'obésité ça aggrave, ça peut être commencé avec des formes mineures quand l'obésité a débuté, et puis au fur et à mesure, c'est vrai que nous on les voit, c'est les images que vous avez montrées là, avec ces jambes énormes, unilatérales. Donc là on fait le bilan. On fait un bilan minimum, on fait un bilan, parce que si on n'a pas eu de bilan avant, on est toujours un peu inquiet de l'ancienneté. Donc si ça paraît récent, ou du moins aggravé récemment, on est quand même plus invasif que si c'est ancien. D'accord, merci. Philippe Necolini. Oui, juste une petite remarque, là tu l'as cité dans les causes secondaires, qui était la chirurgie vasculaire. Donc effectivement, c'est pas trop les pontages fémoropopités qui sont la source, même si on aborde le Scarpa, c'est surtout les reprises du Scarpa, et que ça peut être d'origine, pour des raisons artérielles ou des raisons veineuses. Alors moins souvent maintenant, parce que les récidives de la jonction saphéno-fémorale en veineux, c'est quand même anecdotique par rapport à ce qui existait il y a quelques années. Après, c'est vrai qu'aussi les lymphœdèmes secondaires sont pas monstrueux comme évidemment on les voit. Et là, nous on est assez démunis, donc on propose souvent, en dehors de la compression forte bien sûr, mais on propose les drainages lymphatiques. On a l'impression quand même que ça apporte quelque chose sur des lymphœdèmes modérés, on est bien d'accord, post-opératoire. Et tu en penses quoi? Alors, il n'y a aucune évaluation en dehors des lymphœdèmes post-cancer. Déjà, dans les prémats, il n'y a aucune évaluation des drainages. Dans les formes post-chirurgicales non-cancer, il n'y en a aucune. Et comme, par extension, on fait une espèce d'extrapolation des formes post-cancer du sein, le drainage seul, sans bandage derrière, comme on a montré, ou sans compression, l'intérêt est très très modeste sur le volume. C'est pas ça qui va faire améliorer les choses. Nous, on n'est pas dans des curages, c'est oui, bien des sûr, lésions ponctuelles, quoi. C'est pas dangereux. Comme il disait, c'est safe. Donc, merci.